Robert Ophel, vous avez été nommé à la présidence de l'autorité des marchés financiers il y a 1 an. Diplômé de l'ESSEC, vous avez exercé à la Banque de France, puis à la Réserve fédérale de New York. En juillet 2006, vous y êtes nommé adjoint au directeur général des études et relations internationales, puis en juin 2009, vous devenez directeur général des opérations. En janvier 2012, vous êtes nommé second sous-gouverneur de la Banque de France et présidez au nom du gouverneur l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR. Membre de l'autorité des marchés financiers depuis janvier 2012, vous en assurez aujourd'hui la présidence. Un colloque du Conseil scientifique de l'AMF s'est tenu le 20 juin 2018 sur les Initial Coin Offering, les ICO, et les cryptoactifs. Quel est l'intérêt de ces nouveaux modes de financement selon vous? Quels en sont les risques et les perspectives de développement? Vous avez raison d'évoquer des modes de financement. Et quand on évoque mode de financement, ça veut dire qu'on fait référence à des jetons dont l'objet est de financer des projets. L'objet n'est pas exclusivement d'avoir un nouveau moyen de paiement. L'objet des jetons dont on parle, ce n'est pas le Bitcoin, c'est les jetons qui permettent de financer des projets. Or, la démarche ICO est une démarche extrêmement intéressante qui répond à des soucis légitimes. Minimiser le coût de l'appel de fonds, avoir un appel de fonds qui soit mondial, avoir un appel de fonds qui puisse se réaliser rapidement, avoir un appel de fonds pour un projet qui est encore dans les limbes, très risqué, mais encore dans les limbes, avoir un appel de fonds pour financer un service à développer, un produit à créer, par ses futurs utilisateurs. Avoir un processus qui soit sécurisé grâce à la procédure aux techniques de blockchain et aux techniques de cryptologie. Donc tout ça sont des soucis légitimes pour financer des projets, certains projets. Mais évidemment, il y a des risques terrifiants à côté. Les risques terrifiants, c'est d'avoir des descriptions non complètes des dix projets, d'avoir un flou entretenu sur les relations entre l'initiateur du projet et ceux qui vont apporter des fonds, qui détient les jetons effectivement, un flou sur l'organisation même de l'appel de fonds. Comment fait-on quand il y a trop d'argent amené? Comment fait-on pour ségréguer les fonds pendant cette période? Et puis, il y a aussi beaucoup de projets qu'on ne décrit pas suffisamment, on n'attire pas suffisamment l'attention sur les risques qui sont associés. Nous sommes dans du capital très risqué quand on rentre dans ces logiques-là. Et puis, il y a aussi des fraudes pures où il n'y a pas de projet, il y a juste un appel de fonds, il n'y a pas de projet, il y a des plateformes fantômes. Il y a aussi souvent une méconnaissance des dispositions de lutte contre le blanchiment. Donc, beaucoup de risques. Nous, notre approche, c'est de dire, rassurons tout le monde en encadrant ces procédures. En encadrant, c'est l'objet du projet de loi Pacte, qui a un chapitre dans ce domaine-là, et nous espérons que la discussion au Parlement soit fructueuse sur ce plan-là, parce que je crois qu'il y a là un vrai besoin à couvrir. Autre sujet, quel est votre regard sur l'attractivité de la Bourse de Paris par rapport aux autres places boursières mondiales? Quelles sont vos idées pour en améliorer l'attractivité? La place financière de Paris, c'est un ensemble complet d'acteurs et d'infrastructures. Nous avons en France et à Paris des émetteurs de premier plan. Nous avons également un univers de valeur moyenne qui, je crois, est unique dans l'Union A27. Je mets de côté donc le Royaume-Uni, unique dans l'Union A27. Nous avons de grandes banques universelles. Nous avons des investisseurs institutionnels majeurs, grandes sociétés d'assurance, nous avons des asset managers de premier plan, nous avons toute la gamme
des infrastructures de marché, que ce soit de la négociation, de la compensation ou du règlement livraison. Et tout ce monde est bien structuré. Il est bien structuré avec des regroupements d'expertise, des expertises dans le domaine du droit. On a le Haut Comité juridique de place. Nous avons des expertises en matière de chiffres, et vous en êtes quelque part, vous à l'Académie, une manifestation. Nous avons des expertises dans la filière titres, nous avons des expertises organisées pour les trésoriers de banque, les trésoriers d'entreprise. Nous avons, et puis nous avons Europlace aussi qui est là. Donc nous avons des organisations par domaine fortes qui réfléchissent, qui proposent, qui sont des facteurs d'influence. Une place financière, c'est cet ensemble-là. On ne peut pas prendre la bourse elle-même sans la resituer dans son ensemble de places financières. L'attractivité de la Bourse de Paris, c'est l'attractivité de la place. Et il y a un jeu entre les deux. Et cette attractivité de la place, elle est liée à sa capacité d'innover et à s'adapter aux grandes évolutions du monde d'aujourd'hui. En particulier la finance responsable, la finance durable, finance verte, tout ce domaine-là sur lequel on doit aller vraiment de l'avant, orienter l'épargne vers le financement de nos entreprises, fonds propres, investissement à long terme, investissement d'infrastructures, capacité d'innover en intégrant les grandes évolutions technologiques du moment qui remettent en cause, conduisent à revisiter l'intermédiation traditionnelle et qui sont des facteurs extrêmement puissants de désintermédiation totale. L'attractivité de la bourse de Paris, c'est l'attractivité de la place. L'attractivité de la place, on a tous les atouts, mais il faut les mobiliser dans le sens que je viens d'évoquer. Je voudrais juste conclure en disant l'attractivité de la bourse de Paris et de la place de Paris n'a de sens que s'il y a attractivité de l'Union. S'il n'y a pas attractivité de l'Union, la place de Paris ne sera pas attractive. Et donc, nous devons absolument nous mobiliser collectivement pour, par exemple, achever l'union bancaire, faire une réelle union des marchés de capitaux, avoir une cohérence interne dans l'union et éviter la fragmentation qui nous menace. C'est aussi une des conditions de l'attractivité de Paris et de sa bourse, l'attractivité de l'union à 27. On parlait d'attractivité. Est-ce que le Brexit aura des conséquences sur cette attractivité? Il est clair que l'attractivité d'une place financière n'est pas neutre dans la perspective du Brexit. Mais il y a plusieurs places financières dans l'Union à 27, soit Dublin, Luxembourg, Amsterdam, Francfort ou donc Paris et d'autres. Et il est trop tôt pour tirer des conclusions sur les conséquences du Brexit sur ces différentes places. Je pense que tout le monde va renforcer son activité, plus ou moins, et le plus ou le moins, il est trop tôt pour conclure. Le point qui est de souci aujourd'hui, c'est alors qu'il y a quelques mois, nous étions partis pour un accord de retrait avec une période de transition qui nous permettait de gérer le choc du Brexit de façon plus aisée. Aujourd'hui, la probabilité qu'il n'y ait pas d'accord de retrait a augmenté. C'est clair. Et donc chacun se prépare. Quand je dis chacun, ce sont tous les acteurs de l'industrie financière et les régulateurs, mais en premier lieu les acteurs, à une sortie qui soit hard, comme on dit, fin mars, qui est une possibilité, et c'est pas bien loin d'être une certitude, et on n'espère pas que ça soit ainsi, mais ça demande un effort d'adaptation beaucoup plus rapide de tous les acteurs, et on est obligé de s'y préparer.
6 mois après l'entrée en vigueur de MiFID II, quel bilan tirez-vous des répercussions de la nouvelle législation sur l'analyse financière? MiFID II, c'est une réglementation extrêmement ambitieuse avec beaucoup de composantes et nous suivons les conséquences de la mise en place de MiFID II dans toutes ces composantes. Mais, vous l'avez dit, avec une attention toute particulière sur les conséquences sur la recherche financière. Pourquoi? Parce que nous craignons, et ça nous craignons depuis déjà, avant même la mise en œuvre de MiFID II, que cette réglementation ait des conséquences négatives sur la recherche financière. Et on sait que sans recherche financière, il n'y a pas de marché qui fonctionne correctement. Et parce que les investisseurs ne sont pas suffisamment informés sur les risques et les perspectives qu'ils prennent quand ils achètent ou vendent des titres. Et donc, l'efficacité des marchés s'appuie nécessairement sur une recherche indépendante, de qualité et suffisamment nombreuse pour être challengées mutuellement. Or, il est clair que MiFID II peut réduire l'offre de recherche et tout particulièrement, ce qui peut être tout particulièrement néfaste pour les valeurs moyennes ou petites, dans lesquelles d'ores et déjà il y avait peu de recherche. Et donc, on peut avoir une disparition de la recherche sur certaines valeurs. On est aussi attentif à la manière dont la recherche est facturée, quel est le coût de la recherche, comment elle est facturée, comment elle est refacturée, et quel est l'équilibre financier de la recherche indépendante. Donc tout cet ensemble doit faire l'objet d'un suivi très rapproché pour avoir la capacité de réagir très vite en cas de conséquences trop néfastes de cette réforme MiFID II sur la recherche financière. Comment est-ce qu'on est organisé à l'AMF? Nous avons nos propres travaux internes de suivi rapproché des acteurs dans notre exercice de supervision quotidien que l'on a avec eux, que ce soit les sociétés de gestion ou les émetteurs ou les sociétés qui font de la recherche. Mais ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est que la place s'est structurée pour avoir un suivi le plus complet possible des conséquences de MiFID II sur la recherche financière. C'est un projet qu'on appelle MiFID Vision, qui a été lancé à la fin du premier trimestre et qui va nous permettre de faire émerger un baromètre de tout ce qui concerne les conséquences de MIF et en particulier les conséquences sur la recherche. À ce stade, il est trop tôt pour conclure, mais très nettement, notre ambition, c'est au début de l'automne de pouvoir faire un point sur ce sujet et documenter notre analyse. Et j'observe que nos amis britanniques ont lancé le même type de réflexion et il est très important qu'on puisse collectivement, en particulier à l'ESMA, confronter nos analyses et faire émerger des évolutions possibles de réglementation si le besoin s'en fait sentir. Donc le suivi des conséquences de MiFID II sur la recherche, c'est un dossier pour cette année. Ce n'est pas un dossier pour de moyen terme. Robert Ophel, merci.